première évolution, depuis 2010, on voit vraiment un décrochage de la dépense par étudiant dans l'enseignement supérieur. La baisse depuis 2010, elle est de l'ordre de 8%. Pourquoi? Parce qu'on a une augmentation des budgets de l'enseignement supérieur qui suit en fait l'augmentation du PIB. Donc nous avons toujours une dépense qui correspond à 1,6% du PIB et cela de manière stable au cours des dernières années. Mais dans le même temps, nous avons une augmentation du nombre d'étudiants qui est passé de 2,3 millions il y a 20 ans à près de 3 millions aujourd'hui. Donc on a une stabilité des dépenses, mais on a de l'autre côté une augmentation importante du nombre d'étudiants, ce qui revient à une baisse importante de la dépense par étudiant, ce qui veut dire que dans l'enseignement supérieur, nous avons des étudiants qui ont une capacité d'encadrement moindre qu'avant, donc des tailles de classe beaucoup plus élevées, un nombre d'heures de cours qui tend à se réduire, donc des conditions de formation qui tendent à se dégrader du fait de cette moindre augmentation de la dépense par rapport aux étudiants. Alors pour compléter cette baisse globale, il est important de souligner les écarts très élevés entre formations. Pour un étudiant en licence universitaire, l'investissement dans la formation correspond à 3 700 € par an. Pour un étudiant de classe préparatoire, c'est 13 400 € par an. Donc vous voyez un rapport de 1 à 4 entre l'investissement dans la formation en licence et en classe prépa. Et puis au milieu, donc là ce sont les extrêmes, nous avons les formations de master qui sont un peu mieux dotées que les licences, mais pas énormément, les formations en licence professionnelle qui sont un peu mieux dotées encore, les formations en BTS qui sont mieux dotées, et puis, comme je disais, le plus la classe préparatoire. Donc il y a vraiment des grands écarts d'investissement dans la formation selon le type d'établissement, le type de formation. Alors, on a une dépense d'enseignement supérieur qui est très régressive, c'est-à-dire qu'on dépense beaucoup moins dans l'enseignement supérieur pour un élève, un enfant issu des familles les plus pauvres que pour un enfant issu de familles les plus riches. Pourquoi? Parce que, premièrement, les enfants issus de familles les plus pauvres se retrouvent moins souvent dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'ils choisissent plus souvent de ne pas faire d'études. Et donc, le nombre d'années d'études qui les concerne est beaucoup moins élevé que le nombre d'années d'études qui concerne les enfants des familles riches. Mais deuxième élément, les enfants de classe populaire et de classe moyenne font aussi des études pour lesquelles l'investissement dans la formation est moins élevé. Et donc, on a vraiment une dépense d'enseignement supérieur qui croît de manière très importante en fonction du revenu des parents. Pour compléter, il y a des aides qui sont offertes aux familles. En plus de la dépense dans la formation, il y a aussi des aides aux familles. Pour les classes populaires, il y a les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui sont versées, donc, comme il se doit, aux 35% des familles les plus pauvres. Mais le paradoxe de notre système, c'est qu'on aide aussi les familles riches qui ont des étudiants. Parce qu'il y a un avantage fiscal, les familles aisées peuvent garder une part fiscale ou une demi-part fiscale quand leur enfant fait des études. Et ce qui est très surprenant, c'est que le montant versé aux familles les plus riches grâce à cet avantage fiscal est équivalent au montant versé aux familles les plus pauvres sous forme de bourse. La première préconisation, il est nécessaire de réinvestir dans les formations universitaires, en licence et en master, parce que actuellement, comme je l'ai dit précédemment, l'investissement dans la formation est beaucoup trop faible par rapport aux autres types de formations, BTS, IUT, prépa, et les élèves échouent beaucoup trop souvent. Les étudiants échouent beaucoup trop souvent, et donc pour permettre à ces élèves de réussir davantage, il faut augmenter le nombre d'enseignants, le nombre d'heures de cours, de manière à augmenter la qualité de leur formation. Ça, c'est la première préconisation. Deuxième préconisation, c'est par rapport justement au système d'aide. Actuellement, il y a beaucoup trop d'enfants de familles populaires et des classes moyennes qui ont le niveau pour faire des études supérieures, mais qui ne peuvent pas financièrement faire des études supérieures parce que les bourses ne sont pas suffisamment élevées. Donc on pourrait supprimer les niches fiscales qui aident les familles les plus riches et doubler le montant des bourses qui justement permettront véritablement d'accéder à l'enseignement supérieur grâce à un montant de bourse beaucoup plus élevé. Et puis la troisième préconisation,
pour financer ça, il faut bien prélever des recettes supplémentaires. Alors, on peut prélever des impôts supplémentaires, mais on peut aussi prélever des droits d'inscription auprès des familles. Mais il faut premièrement que ces droits d'inscription soient calculés en fonction du revenu. Donc, uniquement les familles les plus aisées paieraient des droits d'inscription et pas les familles évidemment modestes. Et deuxièmement, si chaque université collecte des droits d'inscription, il faut que ça remonte dans un pot commun et que ce soit ensuite reversé aux différentes universités sur une base équitable, de manière à ce qu'une université dont la population est riche n'ait pas plus d'argent qu'une université dont la population étudiante est plus modeste. Donc il est possible de collecter des frais d'inscription, mais il faut absolument le faire de manière solidaire, donc une mise en commun avant une redistribution aux universités.